Alors, voici une des capsules les plus importantes parce qu'elle porte sur le calcul des probabilités et c'est un des sujets phares de ce cours-là. Alors, quand on parle de probabilité, ben aujourd'hui, on va parler de quatre choses. On va d'abord définir ce que c'est qu'une probabilité. On va parler d'axiomes de probabilité. On va parler des propriétés des probabilités et on va également parler, faire le lien entre les probabilités et l'analyse combinatoire. Alors, premièrement, la définition de probabilité. Alors, cette définition-là qu'on va voir est sûrement une des plus importantes de toute la session. Elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit, ben, soit est-ce un ensemble fondamental fini, ça c'est important, où tous les éléments ont des chances égales de se réaliser, et soit A un événement de S, donc un sous-ensemble de S, ben, la probabilité de A, qu'on va noter par P parenthèse A, ben, elle est donnée par la définition suivante, donc c'est le nombre d'éléments favorables à A sur le nombre d'éléments de S. Si vous préférez la cardinalité de A, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble A, sur la cardinalité de S. Alors, voici un exemple dans lequel on lance un dé régulier. Alors, quand on lance un dé régulier, ben, la première question, c'est quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair? Alors, la première chose qu'on fait, c'est bien sûr de définir notre événement. Donc, ici, l'événement, on va l'appeler B. Et B, ça consiste à obtenir un résultat pair. Alors, quand je lance un dé, ben, il y a combien de résultats possibles qui sont pairs? Ben, j'ai le résultat 2, 4 et 6. Alors, ça veut dire que la probabilité de B, ben, c'est 3 sur 6, parce que j'ai 3 résultats qui sont pairs, sur un total de 6 résultats possibles. Donc, j'ai une chance sur 2 d'avoir un résultat pair. Même chose quand si je vous demande la probabilité d'obtenir un 6, ben on définit notre événement. Donc on va dire l'événement C, c'est l'événement obtenir un 6. Et ben, dans tous les résultats possibles, quand je lance un dé, ben, il y a un seul 6. Alors la probabilité de C, ben, ce sera une chance sur 6. Voici un autre exemple dans lequel on vous dit, ben, dans une classe, il y a 11 garçons et 14 filles. 4 garçons et 6 filles ont les yeux bleus. Tous les autres enfants ont les yeux bruns. Alors, l'expérience aléatoire consiste à choisir un enfant au hasard dans cette classe. Alors, trouver la probabilité des événements suivants. Première question. L'enfant choisi est un garçon. Alors, je vous laisse faire pause et me donner la réponse. Alors, la réponse est la suivante. Comme il y a 11 garçons dans la classe, ben, la probabilité de A est de 11 sur 25. Deuxième question. L'enfant choisi a les yeux bruns. Alors, comme dans la classe, il y a 10 enfants qui ont les yeux bleus et que les autres ont les yeux bruns, ben, ça veut dire qu'il y a 15 personnes qui ont les yeux bruns sur un total de 25. Donc, la probabilité est de 15 sur 25, ou si on simplifie, 3 sur 5. 3 chances sur 5. Question suivante. L'enfant choisi est une fille aux yeux bruns. Alors, comme il y a 14 filles en tout et qu'il y en a 6 qui ont les yeux bleus, ben, ça veut dire qu'il en reste 8 qui ont les yeux bruns. Alors, la probabilité de piger une fille aux yeux bruns, ben, elle sera de 8 sur 25. On va maintenant vous donner la définition empirique d'une probabilité. Juste avant de définir c'est quoi le mot empirique, le mot empirique, ça veut dire qu'il s'appuie sur l'expérience et sur l'observation. Quand est-ce qu'on va utiliser cette définition-là plutôt que celle qu'on a vue précédemment? C'est, rappelez-vous, dans celle qu'on a vue précédemment, on supposait que l'ensemble fondamental, donc S, était fini, et que tous les éléments de cet ensemble étaient équiprobables. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Par exemple, que faire si on veut calculer une probabilité sur un dé qui serait truqué? Et on ne sait pas de quelle façon il a été truqué. Alors à ce moment-là, on va utiliser cette définition-là qui dit ben, soit A, un événement associé à une expérience aléatoire, si l'expérience aléatoire est répétée grand N fois, dans les mêmes conditions, et si l'événement se réalise petit n A fois, ben on définit la probabilité de l'événement A comme étant la limite de la fréquence relative, donc petit n A sur grand N, lorsque N devient infiniment grand, ce qui veut dire que la probabilité de A, c'est la limite quand grand N tend vers l'infini du rapport entre petit n de A sur grand N. Là, j'en vois qui commencent à frissonner, qui disent, est-ce qu'il va falloir calculer des limites pour calculer des probabilités? Ben non. Ce que ça veut dire, dans le fond, cette limite-là, c'est que
on va s'appuyer sur un grand nombre d'expériences pour arriver à trouver la probabilité empirique. Voici un exemple. On vous dit donc, un dé que l'on soupçonne truqué a été lancé 10 000 fois et les résultats sont les suivants. Alors, dans le tableau que vous avez ici, vous pouvez voir qu'on a obtenu le résultat 1 700 fois, le résultat 2 1000 fois, etc., jusqu'au résultat 6 qu'on a obtenu 4500 fois. Si on avait eu un dé équilibré, on pourrait s'attendre à avoir le même nombre de fois pour chacun des résultats. On peut voir dans ce cas-ci que ça semble un peu louche. On a obtenu le 6 4500 fois, alors que le 1, par exemple, on l'a obtenu seulement 700 fois. Alors, quand on parle de probabilité empirique, si on définit l'événement, si on cherche, dans le fond, calculer la probabilité d'obtenir un 6, ben on définit notre événement A comme étant avoir un 6, et la probabilité qu'on ait un 6, ben, elle est approximativement égale à 4500 sur 10 000, ce qui veut dire approximativement 9 sur 20. Alors, vous voyez, pour calculer la probabilité, on n'a pas calculé de limite. Ce que la limite de tout à l'heure voulait dire, c'est que plus on a un nombre d'expériences qui est grand, dans ce cas-ci c'est 10 000, ben, plus notre résultat va être fiable. On va parler maintenant des axiomes de probabilité. Encore une fois, avant de commencer, on va définir ce que ça veut dire axiome. Donc, un axiome, c'est une vérité qui est admise sans démonstration, sur lesquelles se fonde une science. Donc, quand on parle d'un théorème, par exemple en mathématiques, un théorème, c'est une vérité qui est démontrée, qu'on peut démontrer. Un axiome, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis. C'est comme pas vraiment une définition, ça ressemble plus à un théorème qu'à une définition, mais c'est quelque chose qu'on ne démontre pas, qu'on se dit, ben ça, on va supposer à la prime abord que c'est vrai, et on va appuyer après d'autres résultats là-dessus. Les axiomes, il y en a 3. Le premier est le suivant, ça nous dit qu'une probabilité, c'est toujours compris entre 0 et 1. Avouez que c'est assez logique. On n'a pas besoin de démontrer ça, une probabilité, ça va toujours être compris entre 0 et 100% ou entre 0 et 1. On ne peut pas avoir de probabilité négative ou d'avoir de probabilité supérieure à 1. Deuxième axiome, la probabilité qu'on soit dans l'ensemble fondamental, c'est 1. Ça veut dire, par exemple, que quand je lance un dé, ben c'est sûr et certain que mon résultat va varier entre 1 et 6 inclusivement, et ce sera un nombre entier. Je ne peux pas avoir un résultat de 7, je ne peux pas avoir un résultat de 3,5. Mon résultat va être dans l'ensemble fondamental, et c'est une chose qui est certaine. C'est ça que nous dit le deuxième axiome. Le troisième axiome, il nous dit que si A et B sont des événements incompatibles, donc si leur intersection est égale à l'ensemble vide, ben la probabilité d'avoir A ou B, donc la probabilité d'avoir A union B, ben ce sera égal à P de A plus P de B. Alors allons-y d'un exemple qui va illustrer les trois axiomes qu'on vient de voir. L'exemple est suivant. On pige une carte dans un paquet de 52 cartes, donc un paquet normal. On suppose que l'As est la carte la plus forte. Calculer la probabilité de, question A, piger un As. Alors, on va définir notre événement A et piger un As. Et dans un paquet de cartes, ben, il y a 4 As. Il y a 52 cartes en tout. Donc, ça veut dire que la probabilité de A est égale à 4 sur 52. Ou si on simplifie, c'est égal à 1/13e. Deuxième question. Calculer la probabilité de piger un As ou une Dame. Ben, on va encore une fois définir notre événement. Le B, ce sera l'événement piger une dame. L'événement piger un as, on l'a déjà défini précédemment. On ne le redéfinira pas de nouveau. Et là, on cherche la probabilité d'avoir A union B. Mais il faut comprendre que A et B, ce sont deux événements incompatibles. On n'a pas de cartes dans le jeu qui sont à la fois des as et à la fois des dames. Donc, la probabilité de A union B, donc d'avoir un as ou une dame, ben, ce sera égal à P de A plus P de B. Et à ce moment-là, ben, ça va être égal à 4 sur 52 plus 4 sur 52 qui donne 8 sur 52 ou qui est égal à 2 sur 13. Alors, ça illustre bien cet exemple-là, le troisième axiome de probabilité qu'on a défini tout à l'heure. Troisième partie de l'exemple, piger une carte qui est plus forte que 10 ou moins forte que l'As. Ben, quand on y pense, toutes les cartes dans le paquet sont plus fortes que 10 ou moins fortes que l'As. Toutes les cartes satisfont ces deux conditions-là. Alors, je définis mes deux événements. C, c'est piger une carte plus forte que 10.
B, c'est piger une carte moins forte que l'As. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'union de ces deux événements-là me donne l'ensemble fondamental, parce que toutes les cartes satisfont au moins une de ces deux conditions-là. Alors, la probabilité de C union D, ben, ça va être égal à la probabilité d'être dans l'ensemble fondamental, et ça, ben, on a vu que c'était égal à 1. Allons-y maintenant avec ce qu'on appelle des propriétés des probabilités, ou si vous préférez, des théorèmes qui portent sur les probabilités, qui vont nous aider éventuellement à faire le calcul de différentes probabilités. Première de cette propriété-là, elle dit que la probabilité du complément de A, donc la probabilité de A', est égale à 1 moins la probabilité de A. On va démontrer ça graphiquement. Vous pouvez voir sur le dessin qui suit. Vous avez dans le premier dessin, donc, la probabilité de A'. Donc, vous voyez, tout ce qui est assuré, c'est ce qui n'est pas dans A. Ben, ça correspond à la probabilité de tout l'ensemble fondamental. On sait que c'est 1. Moins ce qui est dans l'ensemble A. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est 1 moins P de A. Deuxième propriété, la probabilité de A sans B, qui est aussi équivalent à la probabilité de A intersection B', ben ça c'est égal à P de A moins P de A intersection B. Encore une fois, on va voir graphiquement que ça représente. Vous avez dans le premier dessin ici A sans B. Donc tout ce qui est dans l'ensemble A, mais qui n'est pas dans l'ensemble B, est assuré. Ben ça revient à faire le calcul suivant, à prendre tout ce qui est dans A et à enlever tout ce qui est dans l'intersection de A et B. Alors, ça nous amène donc à cette propriété-là. Donc, P de A intersection B' ou P de A sans B, ce qui est la même chose, ben, c'est égal à P de A moins P de A intersection B. La troisième propriété des probabilités est la suivante. La probabilité de A union B est égale à P de A plus P de B moins P de A intersection B. On a vu tout à l'heure dans les axiomes qu'on avait P de A union B qui était égal à P de A plus P de B, mais que ça, c'était vrai seulement si A intersection B était incompatible, donc s'ils ont une probabilité de 0. C'est pas toujours le cas. Et quand c'est pas le cas, ben c'est cette propriété-là qu'on doit utiliser, donc qui dit que c'est égal à P de A plus P de B moins P de A intersection B. On va voir graphiquement à quoi ça ressemble. A union B, ben, ça veut dire qu'on fait d'abord la probabilité de A plus la probabilité de B. Et quand on fait ça, ben, vous voyez, ça va nous donner donc le P de A plus P de B nous donne ce schéma-là ici. Et vous pouvez voir qu'au centre, on a passé 2 fois. Alors, comme on a passé 2 fois, ben, il va falloir l'enlever une fois, ce qu'on a ici. Et quand on l'enlève une fois, ben, on enlève l'intersection. Alors, ça nous donne comme résultat que P de A union B, ben, c'est égal à P de A plus P de B, moins P de A intersection B. Alors, les dernières propriétés des probabilités se nomment les lois de De Morgan. Il y en a 2 lois de De Morgan. La première dit la chose suivante. La probabilité d'être dans le complément de A et dans le complément de B, ben, c'est égal à la probabilité de ne pas être dans l'union de A et B. Et on a vu dans la première propriété que c'était la même chose que 1 moins P de A union B. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça représente? Ben, voici, sur le premier schéma, vous pouvez voir qu'on a A' intersection B', donc tout ce qui n'est pas à la fois dans A et à la fois dans B, ben, ça correspond à tout ce qui n'est pas dans l'union des deux ensembles. Et pour obtenir ça, ben, on prend la probabilité de S, donc de tout l'ensemble fondamental, et on enlève les deux ensembles qui sont au milieu, donc on enlève l'union de A et B. Et ça correspond effectivement à P de A' intersection B'. Alors voilà donc cette première loi de De Morgan qui est illustrée ici. La deuxième loi de De Morgan, elle nous dit la chose suivante. La probabilité de A' union B' est égale à P de A intersection B', donc 1 moins la probabilité de A intersection B. Voyons graphiquement à quoi ça ressemble. Dans le premier schéma, on a A' union B', donc tout ce qui n'est pas dans A
union tout ce qui n'est pas dans B. Alors, vous voyez que ça comprend presque tout l'ensemble fondamental, sauf cette petite région-là au centre. Alors, pour trouver la probabilité, ben, il suffit de prendre la probabilité de l'ensemble fondamental qui est égale à 1, et on enlève tout ce qui est dans l'intersection de A et B. Et à ce moment-là, ben, on va obtenir le résultat suivant. Donc, P de A' union B', ben, c'est égal à 1 moins la probabilité de A intersection P. Allons-y d'un exemple. Dans cet exemple, on vous dit dans une urne, on a 3 boules rouges numérotées de 1 à 3, 2 boules bleues numérotées de 1 à 2. On pige une boule. Quelle est la probabilité que la boule soit rouge? Et on va appeler cet événement-là l'événement A. Alors, pour ça, ben, on n'a pas besoin ni d'action, ni des propriétés. On voit que dans l'urne, il y a 3 boules rouges. Alors, la réponse est tout simplement 3 sur 5. Question B. Que la boule porte le numéro 2. Alors, il y a 2 boules dans l'urne qui portent le numéro 2, une boule rouge et une boule bleue. Alors, la probabilité de B est donc de 2/5. La boule soit bleue, ce qu'on appelle l'événement C, et qu'elle porte le numéro 3, qu'on appelle l'événement D, ben comme il y a seulement 2 boules bleues, numérotées jusqu'à 2, ben il n'y a pas de boule bleue qui porte le numéro 3, alors la probabilité de C intersection D est égale à 0. Ce sont donc des événements incompatibles. Que la boule pigée soit rouge et qu'elle porte le numéro 2, ben il y a une boule rouge qui porte le numéro 2, alors le A intersection B vaut 1/5. Jusqu'à date, on n'a pas vraiment utilisé nos propriétés. Ce ne sera peut-être pas le cas pour les prochaines questions. Question suivante. Que la boule G soit rouge ou porte le numéro 2, ben, on cherche la probabilité de A union B. Alors, ce sera égal à P de A plus P de B moins P de A intersection B. Alors, ça va être 3/5 plus 2/5 moins 1/5 qui est égal à 4/5. On va donc utiliser la troisième propriété qu'on utilise ici pour répondre à cette question. Question F. Que la boule pigée ne soit pas rouge. Alors, on cherche la probabilité de A'. Ben, P de A', ben, c'est 1 moins P de A. Et ça revient à faire 1 moins 3/5 qui est égal à 2/5. Question G. Que la boule pigée ne soit pas rouge et qu'elle porte le numéro 2. Ben ça revient à chercher la probabilité de A' intersection B, ou si vous préférez, la probabilité de B sans A. Et ça, on a vu dans la propriété numéro 2 que c'est égal à P de B moins P de B intersection A. Et on connaît ces probabilités-là. Donc, c'est 2/5 moins 1/5 qui est égal à 1/5. Question H. La boule pigée ne soit pas rouge et qu'elle ne porte pas le numéro 2. Donc, on cherche la probabilité de A' et de B'. Donc, pas rouge, donc c'est A', et qu'elle ne porte pas le numéro 2, ben c'est B'. Ben avec les lois de De Morgan, ben c'est 1 moins la probabilité de A union B. Et ça nous donne 1/5. Question suivante, que la boule pigée ne soit pas rouge ou qu'elle ne porte pas le numéro 2. Ben ça veut dire qu'on cherche la probabilité de A' union B'. Donc, pas rouge c'est A' et qu'elle ne porte pas le numéro 2, c'est B'. Et ça revient à faire la probabilité de A intersection B', mais c'est 1 moins P de A intersection B, toujours grâce aux lois de De Morgan. Et ça nous donne comme résultat 4/5. Il y en a peut-être parmi vous qui se demandent, est-ce qu'on est toujours obligé d'utiliser les lois des probabilités? Ben, dites-vous qu'à l'examen, c'est certain que je vais vous demander de les utiliser. Parfois, avec la logique, on peut trouver les réponses sans les lois, mais c'est clair que je veux voir dans vos démarches l'application des lois. Un autre exemple, on a un tableau ici qui nous donne la répartition de la clientèle d'un cégep selon le secteur d'études et le sexe. Donc, vous avez par exemple 1436 filles qui sont au secteur préuniversitaire et 982 filles au secteur technique, et ainsi de suite. Alors, on va définir nos événements. Donc, on va définir F comme étant l'événement l'étudiant est de sexe féminin et N comme étant l'événement la personne est du secteur préuniversitaire.
Et voici les questions qu'on vous demande. Donc, on vous dit, on pige un étudiant au hasard. Alors, déterminez la probabilité que la personne pigée. Alors, on cherche comme première probabilité que la personne soit de sexe féminin. Alors, on appelle ça l'événement F. Donc, P de F, ben, ça va être égal à 2418 sur 4509 parce qu'il y a 2418 filles dans le tableau. Question suivante, que la personne soit du secteur préuniversitaire, donc P de N. Ben, si on regarde dans le tableau, on voit qu'il y a 2655 personnes qui sont du secteur préuniversitaire. Donc, la probabilité est de 2655 sur 4509. L'exemple suivant, la question suivante, soit de sexe féminin et du secteur préuniversitaire. Ben, si on regarde dans le tableau, des personnes de sexe féminin et du secteur préuniversitaire, il y en a 1436. Donc, la probabilité de F intersection N, ben, c'est 1436 sur 4509. Question suivante, qu'elle soit de sexe féminin ou qu'elle soit du secteur préuniversitaire, donc ça veut dire qu'on cherche P de F union N, ben, grâce à la deuxième propriété, ben, c'est égal à P de F plus P de N moins P de F intersection N. Alors, P de F, ben, c'est 2418 sur 4509. P de N, c'est 2655 sur 4509. Et P de F intersection N, on l'a calculé à la question C, et c'est 3637 sur 4509. Question suivante, que la personne ne soit pas de sexe féminin ou ne soit pas du secteur préuniversitaire, ben ça revient à trouver la probabilité de F' union N'. Et grâce aux lois de De Morgan, ben c'est comme si on faisait probabilité de F intersection N', donc 1 moins P de F intersection N, qui nous donne 3073 sur 4509. Et allons-y d'un autre exemple dans lequel on vous dit, dans un groupe de 10 personnes âgées de plus de 18 ans, il y a 7 hommes, 4 personnes qui ont les yeux bleus, dont 2 hommes. Alors, les informations qu'on a dans ce on va définir les événements d'abord. Donc, on va désigner H comme étant la personne est un homme, et B comme étant la personne a les yeux bleus. Et les informations qu'on connaît de ce problème-là, c'est que la probabilité de H, ben, c'est 7 dixièmes. La probabilité de B, c'est 4 dixièmes. Et la probabilité de H intersection B, c'est 2 dixièmes. Et on va répondre aux questions qui vous sont demandées. Si vous voulez l'essayer de vous-même, ben, je vous suggère de faire pause maintenant. Alors, on choisit une personne au hasard dans ce groupe. Donc, quelle est la probabilité de choisir une personne qui n'a pas les yeux bleus? Alors, comme on a défini l'événement B comme étant la personne à les yeux bleus, alors on cherche P de B'. Et P de B', ben, on l'obtient en faisant 1 moins P de B. Donc, 1 moins 4 dixièmes qui donne 6 dixièmes. Question B, on cherche la probabilité de piger une femme. Alors, comme une femme, ben, ce n'est pas un homme, alors on cherche P de H', et ça c'est 1 moins P de H, donc 1 moins 7 dixièmes qui donne 3 dixièmes. On cherche la probabilité d'avoir une personne, un homme aux yeux bleus. Alors, pour avoir un homme aux yeux bleus, ben, ça veut dire, ben, on a déjà cette information-là, donc c'est P de H intersection B, et c'est égal à 2 dixièmes. Un homme qui n'a pas les yeux bleus. Donc, on cherche P de H intersection B', qui est la même chose, dans le fond, que P de H sans B. Et ça, ben, par la deuxième propriété des probabilités, ben, c'est donné par P de H moins P de H intersection B. Alors, ça veut dire qu'on va faire 7 dixièmes moins 2 dixièmes, qui est égal à 5 dixièmes. Ensuite, un homme ou une personne aux yeux bleus, donc on cherche P de H union B. Alors, comme ce ne sont pas des événements incompatibles, ben, on va utiliser la troisième propriété des probabilités qui dit que P de H union B, ben, c'est P de H plus P de B moins P de H intersection B. On a toutes ces informations-là. Alors, ça nous donne un grand total de 9 dixièmes.
Alors, pour la question F, on cherche la probabilité d'avoir un homme ou une personne qui n'a pas les yeux bleus. Donc, on cherche en fait P de H union B'. Et avec la propriété 3 des probabilités, ben, on peut l'obtenir en faisant P de H plus P de B' moins P de H intersection B'. Et on connaît déjà tous ces résultats-là. Alors, ça donne 7 dixièmes plus 6 dixièmes moins 5 dixièmes, qui fait 8 dixièmes, ou si vous préférez, 4 cinquièmes. Et finalement, la dernière question, une femme qui n'a pas les yeux bleus, donc on cherche P de H' intersection B', ben, grâce à la loi de Morgan, ben, on sait que ça, c'est la même chose que P de H union B'. Donc 1 moins P de H union B. Et ça, c'est égal à 1 dixième. Pour finir, on a vu avant la section sur les probabilités l'analyse combinatoire. Le but de l'analyse combinatoire, ben, c'est d'arriver à trouver des probabilités éventuellement. Alors, on est rendu là. On va voir des exemples d'application d'analyse combinatoire en probabilité grâce à l'exemple qui suit que vous avez dans vos notes de cours, qui dit que dans un groupe composé de 8 avocats et de 10 notaires, on choisit 3 personnes au hasard. Donc, trouver la probabilité que les 3 personnes choisies soient des avocats. Alors, on va définir l'événement comme A comme étant les 3 personnes choisies sont des avocats. Et dans ce groupe-là, il n'y a pas de fonction attribuée aux personnes. Hein. Il n'y a pas de président, de vice-président, par exemple, tout ça. Donc, l'ordre n'a pas d'importance. Si on choisit le maître A, le maître B, le maître C, ou le maître C, le maître A et le maître B, c'est la même chose. Alors, ça veut dire que la probabilité de A, ben, ça sera donné par la combinaison de 3 dans 8 pour le choix des 3 avocats. Ça, c'est le nombre de cas favorables, sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire la combinaison de 3 personnes choisies parmi 18, ce qui donne 56 sur 816, ou si vous préférez 0,0686. Alors, un dernier exemple. Une loterie émet des billets dont le numéro est formé de 6 chiffres, le premier chiffre n'étant pas 0. Quelle est la probabilité que le numéro gagnant soit composé de 6 chiffres différents? Alors, dans cet exemple, on peut constater que ben, l'ordre a de l'importance parce que dans cette loterie-là, si on a, par exemple, le numéro 612 123 et que le numéro qui sort, c'est 612 132, ben, on n'a pas le numéro gagnant à ce moment-là, on n'a pas le numéro qui nous permet d'avoir le gros lot. Et dans ce cas-ci, donc l'ordre est important, puis on nous dit qu'on veut avoir un billet formé de 6 chiffres différents. Donc, il n'y a pas de répétition permise. Alors, on fera un arrangement. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que comme le premier numéro ne peut pas être 0, on n'a pas le même ensemble pour le premier chiffre que pour les autres. Alors, il va falloir procéder différemment pour le premier et pour les autres. Pour le dénominateur, pour les cas possibles, ben là, les répétitions sont permises. C'est possible qu'on ait le numéro dans la loterie, par exemple, le 888, 888. C'est pas impossible. Alors là, on peut avoir des répétitions. Donc, ça veut dire que si on définit B, l'événement B, comme étant les 6 chiffres du numéro gagnant sont différents, ben la probabilité de B, ce sera 9 fois un arrangement de 5 dans 9. Donc, le 9 du départ, ben, c'est parce qu'il y a 9 chiffres possibles pour le premier nombre, le premier numéro du numéro gagnant. Et par la suite, ben, l'ordre est important pour les autres et il ne peut pas y avoir de répétition. Donc, c'est arrangement de 5 dans 9. Ça, c'est le nombre de cas favorables. Et pour le nombre de cas possibles, ben, encore une fois, il y a 9 chiffres possibles pour le premier. Et pour les 5 autres, ben, pour chacun des chiffres, ben, il y a 10 possibilités parce que pour le nombre de cas possibles, ben, les répétitions sont permises à ce moment-là. Donc, on a 136 080 sur 900 000, qui veut dire 0,1512. Alors, ça termine cette capsule vidéo. Alors, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez maintenant compléter les exercices de la section 1.3.5 qui, je vous préviens, n'est pas une section facile, mais c'est important d'en essayer par vous-même puis d'essayer de les résoudre et on prendra sûrement du temps pour répondre à vos questions qui seront probablement nombreuses. Bon travail.